La charia peut-elle prendre fin? Bien sûr, 50 ans plus tard, vous avez aussi l'Empire ottoman. Les musulmans n'attendent pas une restauration politique, ils construisent plutôt des institutions. Le colonialisme a été une forme de tragédie plus profonde pour la Oumma musulmane. Le docteur Zohaira Siddiqui est professeur associé d'études islamiques à l'université de Georgetown au Qatar et directrice exécutive du centre et de la mosquée pour femmes Al-Mujadila à Doha. C'est une éminente spécialiste du droit islamique classique et de la pensée politique. Maintenant, lorsque le califat abbasside s'est effondré, Les maristans, qui sont le système hospitalier, commencent vraiment à se développer à ce moment-là. Et je pense que la mosquée est l'ancienne institution que nous devons faire revivre. Gaza est devenu un catalyseur pour. Nous sommes ici dans cet espace incroyable d'Al-Mujadila, ici à Doha, avec sa directrice exécutive, le docteur Zohaira Siddiqui. Assalamu alaikum wa rahmatullah, et bienvenue dans The Thinking Muslim. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, docteur Zohaira. Aujourd'hui, nous allons aborder un certain nombre de thèmes, en particulier le déclin et la manière dont les musulmans, par le passé et aujourd'hui, appréhendent ce déclin. J'ai eu une discussion avec vous avant l'émission et nous avons eu une conversation vraiment intéressante sur la façon dont les musulmans, durant ces périodes où nous avons connu, on pourrait dire, ces moments sombres ou ces périodes difficiles, ont trouvé en eux-mêmes une grande ressource pour se relever de leur situation désespérée. Et c'est vraiment sur cela que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Maintenant, je veux commencer avec un imam, un érudit de l'histoire islamique, dont je sais que vous parlez beaucoup et que vous avez inclus dans vos recherches. L'imam Jouaini. L'imam Jouaini a écrit sur la possibilité de l'effondrement du califat abbasside. Et pourtant, il a écrit à une époque où cette perspective ne semblait pas particulièrement réelle. Pouvez-vous nous dire pourquoi l'imam Jouaini a décidé de se prêter à cette expérience de pensée? Qu'essayait-il d'accomplir et qu'a-t-il conclu au sujet des musulmans si le centre politique de l'Oumma venait à tomber? Oui, c'est une vaste question, mais une bonne question pour commencer, car je pense que cette idée de crise et de déclin occupe nos esprits depuis très longtemps maintenant. Et l'une des raisons pour lesquelles je me suis autant intéressée à Jouaini, c'est qu'en tant qu'étudiant diplômé, j'ai trouvé absolument fascinant qu'un érudit du XIe siècle se penche sur ces questions. Et ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est que lorsque nous pensons à la période abbasside, nous la décrivons bien sûr comme l'âge d'or de l'islam. C'est vrai, du 8e siècle jusqu'au 13e, voire 14e siècle, nous considérons cette période comme l'apogée de la créativité, de l'intellectualisme et de la puissance politique. Alors, pourquoi, en plein milieu de cette période, cet érudit écrit-il sur la question du déclin? L'une des choses qui me semble vraiment importante et qui est assez spécifique au moment politique de Jouaini, c'est qu'il est né en 1028 à Nishapur. Peu de temps après, les Seldjoukides prennent le pouvoir. Et Nishapur ainsi que les Seldjoukides sont connus pour être une puissance dynastique très forte. Mais ce que la prise de pouvoir des Seldjoukides révèle, c'est que très tôt dans l'histoire abbasside, le pouvoir n'était pas détenu de manière centrale. Donc, Vous avez le califat abbasside et bien sûr Bagdad. Mais vous avez les Aghlabides qui prennent le pouvoir vers Ussan, vous avez les Samanides, vous avez les Bouyides, vous avez les Seldjoukides, vous avez toutes ces différentes familles dynastiques et puissances dynastiques qui prennent le contrôle de ce que nous pourrions peut-être appeler les provinces ou la périphérie. Et donc, vous avez cet équilibre très délicat ou cette bifurcation du pouvoir entre un calife légitime, qui est le calife abbasside, mais aussi ces familles légitimes qui gouvernent. Et je pense que pour Jouaini, bien qu'il accepte cette bifurcation, et qu'à bien des égards il en profite, il est soutenu par les Seldjoukides. Il commence à réfléchir à ce qui se passe lorsque nous commençons à faire trop de concessions. Ainsi, son principal traité politique, intitulé Gayat al-Umam, le sauveur des nations, est célèbre pour être dédié à Nizam al-Mulk, qui est bien sûr un vizir seldjoukide à l'époque. Et il commence à réfléchir à, d'accord, si vous n'avez pas les qualifications idéales du calife, le premier tiers du livre, c'est l'idéal, et c'est ce que nous voulons. Le deuxième tiers du livre est ensuite consacré à ce qui se passe si nous trouvons un individu qui ne remplit pas ces qualifications. Et cela inaugure alors une période de ce qu'il appelle une sorte de gouvernement politique non idéal. Et il considère sa propre époque comme étant ce moment-là, car malgré le fait que les Seldjoukides détiennent le pouvoir et créent une grande stabilité grâce à leurs institutions, en construisant et en parrainant différentes madrasas et diverses institutions, il considère toujours cette situation comme non idéale, car le calife abbasside de l'époque est faible.
Et donc, ce qui finit par arriver, c'est que dans le dernier tiers de son livre, il commence à réfléchir à cette idée d'une absence totale de calife. Et c'est là que ça devient très intéressant. Qu'advient-il de la communauté et de la société lorsqu'il n'y a pas de calife? Et donc, à bien des égards, vous savez, nous pourrions considérer ces traités politiques comme quelque chose de très très unique. Et c'est le cas. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est presque le reflet de sa propre approche du pouvoir. À savoir que le pouvoir peut être bifurqué. Mais Cette bifurcation du pouvoir peut finir par mener à des résultats potentiellement problématiques. d'accord, je vois. Et donc, qu'a-t-il conclu dans la dernière partie de son livre lorsqu'il conclut qu'il est possible de se retrouver dans une situation où la Oumma n'a aucun calife? Oui. Genre de conclusion en tire-t-il? Et que dit-il que la Oumma devrait faire à un tel moment? C'est là que le livre devient vraiment intéressant. Donc, dans le dernier tiers, il dit « D'accord, supposons que vous ne trouviez personne qui soit un minimum compétent. Vous avez donc toutes ces qualifications. Il doit être Qurayshi, il doit être Mujtahid, il doit avoir, vous savez, toutes ces différentes qualifications. » Et il dit « D'accord, disons que nous n'avons personne. Nous devrions au moins trouver quelqu'un qui soit un minimum compétent, qui sache comment créer de la stabilité. Et si nous n'avons pas cela, alors il dit qu'il n'y a pas de calife. Ce qui finit par arriver, c'est l'émergence de communautés autour d'un pouvoir local, qui, selon lui, se concentrera sur les Mujtahid. Il transfère donc le pouvoir aux oulémas. C'est donc aux oulémas et aux Mujtahid, en particulier, qu'il confie la prise de pouvoir. Ensuite, il demande « Et si ces Mujtahid venaient à disparaître ?» N'est-ce pas? Car ils ont aussi cette idée que les Mujtahid peuvent, bien sûr, disparaître et que l'on se retrouve sans ces érudits juridiques. Ensuite, il dit que cela reviendra simplement aux érudits ordinaires, les faqihs, n'est-ce pas? La personne qui peut. Ou le mufti, c'est la personne qui peut encore émettre une fatwa. Et puis il demande « Et si ces individus venaient à disparaître ?» Et il répond que cela reviendra alors aux personnes qui ont mémorisé le Coran et les hadiths. Et ensuite il demande « Et si ces personnes venaient à disparaître ?» Et puis il dit « Eh bien vous avez toujours le Coran et les hadiths ?» Et ensuite il demande « Et si les gens arrêtent de mémoriser le Coran et les hadiths, que se passe-t-il alors ?» Et il a, vous savez, à la fin du livre, en gros, là où il s'arrête, vous avez la perte du califat et ensuite vous avez aussi la perte de la charia. Il en arrive donc à ce point où il dit qu'une fois que le dernier individu cesse de pratiquer la charia, il ne sait plus comment prier ni comment jeûner. Alors vous avez aussi la perte de la charia. Mais ce qui maintient un certain sens de la communauté entre-temps, ce sont ces individus reconnus par la communauté comme étant des juristes, des oulémas, des érudits religieux, et ils apportent en quelque sorte à la communauté un sentiment de stabilité durant cette période. Maintenant, avant de poursuivre cet épisode, j'ai besoin de vous parler directement un instant. Ces derniers temps, beaucoup d'entre vous m'ont dit la même chose. Vous êtes abonnés, vous avez activé les notifications, mais notre programme hebdomadaire n'apparaît tout simplement pas dans votre fil d'actualité. Vous ne l'imaginez pas. Nous avons constaté les chiffres de notre côté aussi. Voici la réalité. En raison des sujets que nous traitons, des problèmes qui nous tiennent à cœur, des problèmes qui vous tiennent à cœur, nous pensons que nous faisons l'objet d'un shadow ban. La plateforme ne nous bannit pas purement et simplement. Elle s'assure juste discrètement qu'un moins grand nombre d'entre vous voit ce que nous publions. Aucune explication, aucune notification, juste moins de visibilité. Nous n'allons pas renoncer au sujet que nous traitons. Ce n'est pas négociable. Mais cela signifie que nous avons besoin de votre aide pour que ce contenu atteigne réellement les gens. Voici donc ce que je vous demande de faire. Et cela ne vous prendrait que 2 minutes. Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et tout aussi important, cliquez sur l'icône en forme de cloche. Les notifications sont la seule chose que l'algorithme ne peut pas totalement enterrer. Rejoignez notre groupe WhatsApp et nos chaînes Telegram. Les liens se trouvent dans les notes de l'émission ci-dessous. De cette façon, lorsqu'un nouvel épisode sort, vous l'apprenez directement de nous et non d'un algorithme qui décide si vous méritez de savoir ce qui est publié. Troisièmement, inscrivez-vous à ma newsletter Substack. C'est la même raison pour laquelle il s'agit d'une liste que nous possédons et non d'une liste qu'une plateforme peut discrètement brider. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, si ce que nous publions résonne en vous, transférez-le. Envoyez-le dans une discussion de groupe, envoyez-le à un ami, envoyez-le à votre famille. Nous allons commencer à proposer des messages WhatsApp prêts à l'emploi, que vous pourrez simplement copier et transférer. Nous ferons en sorte que ce soit aussi simple que possible pour vous. Donc rien de tout cela n'est une question de métrique de vanité. Il s'agit de s'assurer que lorsqu'une plateforme décide que ces conversations sont moins pratiques pour elle, cette décision ne soit pas le dernier mot. N'oubliez pas que nous publions un épisode régulier tous les vendredis à 18h, heure du Royaume-Uni.
Assurez-vous d'être ceux qui le voient vraiment. L'imam Diwani était-il une exception à son époque? Par exemple, y avait-il d'autres érudits travaillant sur des expériences de pensée similaires? Je suppose qu'en examinant, vous savez, ce qui se passe lorsque la Oumma musulmane traverse une période sombre, comme semble le décrire Jawani. Xavier, je me suis posé cette question. Est-il une exception? Est-ce qu'il n'est pas une exception? Et d'une certaine manière, je dirais que le Gayat al-OMM, sur ce texte spécifique, est une exception, car on ne trouve pas vraiment d'érudits au XIe siècle qui écrivent sur, en quelque sorte, la perte du califat. D'un autre côté, il n'est pas une exception, car il existe un grand débat théologique qui commence au IXe siècle et se poursuit, et Juwayni se situe dans ce débat sur la perte de la charia. La charia peut-elle prendre fin? Juwayni lie donc cela à cette question politique, ce qui, à mon avis, est unique. Puis, il parle de la perte du califat. Mais très tôt, je me souviens, vous savez, de ce concept qui est en quelque sorte le déclin des temps, la dégradation morale, la dégradation communautaire. Et nous voyons cela utilisé dès l'époque du... Il existe donc ce principe juridique ou cette décision juridique intéressante concernant les chameaux errants à l'époque du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, disait donc « S'il y a un chameau errant, laissez-le, et un propriétaire finira par venir le réclamer, même si les chameaux sont très coûteux. » Mais c'est comme laisser des richesses sans surveillance. Mais il dit, vous savez, laissez les richesses sans surveillance, laissez les chameaux sans surveillance, le propriétaire légitime viendra les réclamer. Et à l'époque d'Osman, il dit, nous devons changer cette décision juridique à cause de la corruption des temps. Les époques se sont dégradées. Et maintenant, si vous laissez ces richesses sans surveillance, quelqu'un finira par les prendre. Et donc, en ce sens, vous savez, Juwayni suit également une tradition d'individus qui disent que les choses empirent après le décès du prophète, que la paix et salut d'Allah soient sur lui. Le pouvoir politique s'affaiblit. Et ce qu'il fait, c'est essayer de réfléchir à, eh bien, que faisons-nous en cette absence? Je sais que nous sommes ici pour parler de la vision que vous avez de la régénération, de ces périodes de régénération, quand nous avions ce genre de... quand nous traversons ces périodes de crise. Mais je veux revenir un instant sur l'imam Diwani, car bien sûr, vous savez, il vit à une époque où il y a les Seldjoukides et cette bifurcation du pouvoir, comme vous l'avez dit, entre les Abbassides, qui sont le centre légitime de la Oumma musulmane, les dirigeants de la Oumma musulmane, et ensuite vous avez ces familles qui rivalisent pour s'imposer. L'imam Diwani, dans son traité, dans ses écrits, a-t-il parlé de la manière dont on pourrait potentiellement, vous savez, réformer le califat tel qu'il est, de sorte que, vous savez, vous essayez de réduire cette bifurcation, vous ramenez le pouvoir au centre. Quel est pour lui le statu quo? Statu quo acceptable? Ou bien considérait-il cela comme problématique d'un point de vue charaïque? Vous savez, il ne considérait pas cela comme problématique d'un point de vue charaïque. Je pense que ce qui est très unique dans la pensée politique islamique, c'est qu'elle n'a jamais postulé une sorte de modèle unique sur la façon dont le pouvoir peut être détenu. Et souvent, quand nous pensons au pouvoir de nos jours, nous pensons à lui comme étant détenu de manière centrale. Et même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était détenu de manière centrale. Mais je dirais que la raison pour laquelle il était si facile qu'il soit détenu de manière centrale à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam est double. Premièrement, il était le prophète. Et donc, il était très facile pour tout le monde de le considérer, bien sûr, comme le dirigeant légitime de la communauté musulmane. Mais aussi parce qu'il s'agissait d'un modèle urbain. Il était initialement le dirigeant de Médine. Et puis, à mesure que l'empire musulman a commencé à s'étendre, on voit déjà chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comme exemple, il commence à donner du pouvoir aux compagnons qu'il envoie en mission. Ainsi, dans le cas célèbre de Mouad ibn Jabel, qui part au Yémen, il dit à Mouad, « Ô Mouad, comment gouverneras-tu » Et Mouaz répond, « Je gouvernerai sur la base du Coran et de la Sunna. » Et il lui demande, « Et si tu ne trouves pas la réponse là-dedans » Il répond alors, je gouvernerai en me basant sur mon opinion. Et je pense que ce qui est intéressant dans le cas de Muad, c'est qu'il dit les deux. Il utilise le mot gouverner, n'est-ce pas? Il ne dit pas, vous savez, comment vous administrez les choses. Il dit comment vous gouvernez. Et ensuite, il dit à Muad que oui, il peut gouverner en se basant sur son jugement. Et puis, il devient bien sûr célèbre en tant que gouverneur, juge et tout ce genre de choses. Donc, je pense que dans le modèle même de la façon dont le prophète, que la paix et salut d'Allah soit sur lui, envoyait ses compagnons, il leur conférait un certain degré de pouvoir. Lorsqu'il se rendait dans ces différentes régions, il n'écrivait pas nécessairement tous les jours pour dire « J'ai besoin d'une réponse à ce sujet. Dois-je mettre cela en place? Dois-je faire ceci ?»
Et je pense que ce modèle se répercute ensuite sur la civilisation musulmane et sur les différents califes qui succèdent. Et puis, il y a aussi le défi pratique. Si vous regardez l'Empire abbasside, qui s'étend du Maroc jusqu'en Asie centrale, au milieu de tout cela se trouve Bagdad. Comment gouverner efficacement un territoire avant l'existence d'une interconnectivité massive, alors que vous savez, vous envoyez une lettre et qu'il faut des semaines, voire des mois pour qu'elle arrive à destination. Donc, dans un certain sens, le modèle de gouvernement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le défi immense que représentait la gouvernance d'un territoire aussi vaste sous l'Empire islamique a forcé, je pense, les califes à accepter le fait qu'il fallait tout simplement déléguer le pouvoir à d'autres individus. Et ces familles dynastiques, dans la mesure où elles vous reconnaissent comme légitimes et qu'il existe, je dirais, un accord sur les principes de gouvernance et les institutions, Alors, je pense que c'était un équilibre des pouvoirs pragmatiques. C'est donc une conception très différente de ce que nous pensons aujourd'hui du pouvoir. Mais cela a fonctionné pendant la majeure partie de l'histoire islamique. vous avez écrit sur la pensée régénératrice qui a émergé pendant ces périodes d'effondrement. Expliquez-nous simplement le type de pensée régénératrice qui est nécessaire et qui l'a été au cours de l'histoire. Comment les musulmans percevaient-ils ces sombres périodes de crise auxquelles ils étaient confrontés? Oui. Vous savez, si nous nous replaçons à la fin de l'Empire abbasside, il y a bien sûr le sac de Bagdad par les Mongols. C'est célèbre. Ils décrivent même les rivières et comment elles étaient ensanglantées et brûlées avec les livres des bibliothèques. C'est environ 2 siècles après Joenny, n'est-ce pas? Oui, c'est en 1250 et Joenny meurt en 10 085. Donc, nous parlons d'environ 150 ans, en gros, après Joenny, et la notion bifurquée du pouvoir fonctionnait réellement. Je dirais d'une manière très... Peut-être que positif est un mot trop fort, mais cela a vraiment permis qu'il y ait une crise à un endroit alors qu'une régénération se produisait à un autre. Un excellent exemple serait le sultanat mamelouk. Exactement. D'ici 1260, soit seulement 10 ans plus tard, les Abbassides ont perdu Bagdad et ils ont perdu l'empire. Oui. Les Mamelouks battent les Mongols lors de la bataille d'Aïn Jalut en 1260. Et à partir de ce moment-là, on observe une réelle concentration de l'empire mamelouk sur la construction administrative. Ils voient donc ce qui se passe. Ils ont vu ce qui s'est passé et ils comprennent que nous n'avons peut-être pas réussi à arrêter les Mongols et l'assaut qui a eu lieu là-bas. Les Mongols y règnent désormais. Mais ce que nous pouvons faire maintenant dans les territoires sous notre contrôle, c'est créer des institutions et mettre en place des systèmes. Ainsi, des systèmes judiciaires sont créés, des systèmes postaux sont créés. Les bimaristans, qui correspondent au système hospitalier, commencent vraiment à prendre leur essor à ce moment-là, ce qui est bien connu. Et vous voyez la même chose se produire dans le sultanat de Delhi. Le sultanat de Delhi est donc fondé en 1206, peu avant la chute des Abbassides. Mais de la même manière, lorsque les Abbassides tombent, on sent que le sultanat de Delhi doit désormais vraiment entreprendre une plus grande régénération administrative. Ils ont donc établi le système complet des liwans. Ils introduisent même des pièces de cuivre à ce moment-là. Cela n'a pas fonctionné, mais ils ont introduit des pièces de cuivre et d'argent à ce moment-là. Ils ont introduit un système d'imposition, le système d'irrigation par l'eau. Et donc, à bien des égards, ce qui se passe, c'est qu'une crise à un endroit donné, dans une partie de la communauté musulmane, entraîne en fait une régénération ailleurs, car on reconnaît qu'un point faible a désormais émergé. Mais pour pouvoir vraiment y remédier, nous ne pourrons peut-être pas nous rendre sur place pour y effectuer une régénération. Mais ce que nous devons faire, c'est prendre davantage possession des zones que nous occupons. Et bien sûr, 50 ans plus tard, vous avez également l'Empire ottoman. Donc les communautés musulmanes, je dirais, historiquement. Et quand on lit un peu l'ascension et la chute de ces familles, de ces dynasties et de ces califes, c'est qu'ils rebondissaient très très rapidement. La dynastie Nasride à Grenade est un autre excellent exemple, qui se déroule encore une fois en 1238, je crois, ce qui est juste, encore une fois, 15 ans après les Abbassides, mais qui se poursuit ensuite. Donc, pour beaucoup, ils auraient pu considérer le coup de grâce porté à l'Empire abbasside et ce qui se passait à Bagdad comme un moment où, c'était fini. Mais en réalité, toutes les autres régions entrent dans une période de grande croissance. Et donc, quelles leçons tirons-nous de cette période sombre de l'histoire islamique? Dans un sens, nous pouvons essayer de faire une analogie avec notre situation actuelle. Je veux dire, le califat ottoman, disons le noyau politique, s'est effondré dans les années 1920, au début du XXe siècle. Je veux dire, avez-vous
Avez-vous le sentiment que la Oumma musulmane réfléchit de la même manière, dans cette optique de régénération, comme elle l'a fait au XIIIe siècle? Je veux dire, dans certaines régions, je pense que oui, il y a aussi des tentatives de régénération qui se produisent aujourd'hui. Ouais. Et je pense que la leçon la plus importante à tirer de son histoire, c'est qu'il ne faut pas se complaire là-dedans, dans ce désespoir et dans le déclin ou dans la destruction trop longtemps. Parce que si vous le faites, alors vous ne serez pas en mesure d'entamer ce processus de construction, de croissance et de régénération. Et parfois, vous savez, on voit bien sûr, et nous pouvons parler de la période coloniale, que cette période de déclin, je pense, a été particulièrement difficile et a eu un impact certain sur la société musulmane. Donc, vous n'avez pas le même type de régénération, je pense, que celle que vous avez eue, par exemple, après la chute des Abbassides par rapport à celle qui suit le départ des puissances coloniales. C'est une comparaison intéressante. Mais ce que je constate, du moins dans l'histoire, c'est que lors de ces moments où la perte survient très rapidement, les communautés, les institutions et les pouvoirs politiques se rassemblent et essayent de réfléchir à la manière d'avancer. Et donc, historiquement, qui intervenait pour reconstruire, pour bâtir ces institutions? S'agissait-il, je ne sais pas, d'érudits? Ou bien les érudits menaient-ils la marche? S'agissait-il de militaires? S'agissait-il, je ne sais pas, de marchands, qui intervenaient pour combler le vide laissé par la cause politique, l'effondrement? Je veux dire, vraiment tout ce qui précède. Donc, encore une fois, la façon de concevoir le pouvoir dans la civilisation islamique, surtout quand on parle de politique et de société, tient au fait qu'il y avait une acceptation du fait que le pouvoir ne sera pas toujours détenu au centre, qu'il va nécessairement proliférer et s'infiltrer dans d'autres espaces. Vous aviez alors ces familles dynastiques. Vous aviez aussi des familles très puissantes au sein même des villes qui, comme on le sait, finançaient des universités, des madrasas, des hôpitaux, des systèmes postaux. Et puis, vous aviez ces institutions. Exactement. Et ces institutions, encore une fois, peuvent aller de n'importe quoi, d'une madrasa, vous savez, ou un caravansérail, n'est-ce pas, qui a été mis en place pour aider les voyageurs. Et puis, vous avez des individus. Et vous savez, quand on regarde ce que font toutes ces personnes, je pense que cela découle en fait d'un cadre théologique et juridique qui place vraiment la communauté au centre de ces sociétés, et pas nécessairement l'individu. C'est vrai. Donc, même lorsqu'il s'agit de nos décisions juridiques, n'est-ce pas? Vous avez des notions de fard kifaya. Quelles sont nos obligations communautaires? Vous avez des notions de sadaqa jaria. Exactement. La sadaqa que vous donnez, qui perdure en quelque sorte après vous, et qui est souvent liée aux institutions. Vous avez l'idée de la sadaqa, de la zakat et de toutes ces choses. Donc, je pense que le cadre dans lequel les musulmans évoluaient était celui de comment construire une communauté à des niveaux très différents. Cela peut donc se faire au niveau individuel, ça peut l'être. Ensuite, au niveau de l'institution, cela peut être les familles riches qui sont mécènes. Cela peut être au niveau de ces familles dynastiques. Et puis c'est au niveau, bien sûr, du noyau politique. Mais je pense que le fait d'avoir ce cadre, cet engagement envers la communauté, envers la régénération, la croissance et la construction institutionnelle est probablement ce qui a soutenu les sociétés musulmanes à travers l'histoire. Chaque fois que nous rencontrons des personnes qui traversent des difficultés dans leur vie, la vraie question n'est pas comment pouvons-nous les aider aujourd'hui ? La vraie question est comment pouvons-nous briser le cycle de la dépendance ? Je suis heureux de vous montrer l'un des programmes que nous parrainons ici à Baker Mallet, le programme Women in Tarna Control, un programme de formation professionnelle. Alors, quand ce programme a-t-il commencé ? Le mois dernier, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines ? Oui. Comme toutes les femmes concernées habitent dans le même quartier, il devient malheureusement assez complexe de dénicher un lieu vraiment approprié pour pouvoir organiser cet événement. C'est un véritable défi logistique. Oui. Donc, si je comprends bien, c'est un programme d'1 mois ? Il dure 1 mois entier. Donc nous en sommes à la moitié maintenant. Oui, donc l'atelier du programme. Au bout de 2 semaines, ils ont terminé. Et quand c'est fini, vous commencez avec un autre groupe. Un autre groupe ? Mashallah, c'est magnifique. Assalamu alaikum, je suis Rabia. Ça fait 6 ans que je suis arrivé en Turquie. Je suis venu ici, j'ai appris la couture pour devenir autonome. Que Dieu bénisse l'enseignant. Que Dieu bénisse ceux qui ont mis cela en place. Bientôt. Il y a environ 16 femmes ici, la moitié vient le matin, l'autre moitié le soir. C'est un programme de couture d'1 mois.
pour qu'elles deviennent plus indépendantes, plus autonomes. Et c'est le genre de choses qui rassemble la communauté et la renforce. Veuillez visiter BTMLUS Thinking Muslim pour faire un don maintenant. C'est intéressant car vous avez identifié un modèle selon lequel les musulmans n'attendent pas une restauration politique, mais construisent plutôt des institutions. Et c'est la charia, vous savez, d'après votre dernière réponse, c'est la charia qui les pousse à réfléchir à la régénération de leur communauté et de leur oumma. Qu'est-ce qui, dans la charia, pousse les musulmans à faire cela? Parce que, vous savez, on pourrait penser que lorsque le centre politique décline ou s'effondre, alors, vous savez, vous vous retrouvez sans chef. Et vous n'avez tout simplement pas cette capacité à guider votre communauté à travers les eaux troubles qui s'annoncent. Alors, qu'est-ce que la charia fait qui pousse les musulmans ordinaires, ainsi que les institutions et les organisations au sein de la communauté, à construire des institutions? Je veux dire, je pense que nous devons, vous savez, nous devons presque analyser un peu ce qu'est la charia et quel est le but de la charia. Et la charia n'est pas, vous savez, la traduction correcte de charia n'est pas loi islamique. Et ce n'est pas simplement un ensemble de règles que l'individu applique simplement dans le cadre de ses rituels quotidiens. Mais je pense que ce que la charia essaye fondamentalement de faire, c'est d'établir un horizon moral et communautaire pour les musulmans croyants. Mais ce que j'entends par horizon moral et communautaire, c'est l'horizon moral de l'individu. Comment, en tant qu'individu, est-ce que je veux me développer dans ma relation avec Allah? Et un horizon communautaire, en termes de comment nous créons des communautés, et à quoi ressemblent réellement ces communautés. Et Même dans le sens littéral de la charia, c'est un chemin vers un. Eh bien, c'est ça. C'est cette idée que je suis en plein voyage. Et donc, pour les sociétés musulmanes, vous savez, c'est comme ce moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décède et la communauté ne sait pas quoi faire. Et les compagnons sont en quelque sorte divisés. Est-ce que, vous savez, est-ce que nous continuons en tant que communauté? Est-ce que nous ne continuons pas en tant que communauté? Et à ce moment-là, ils ont choisi de continuer en tant que communauté. Et il n'y a pas de plus grande tragédie historique pour un musulman croyant que, bien sûr, le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, je pense qu'à chaque instant de crise, par la suite, le même choix se présente. Est-ce qu'on s'arrête en tant que communauté ou est-ce qu'on continue? oui, La charia est ce système qui nous dit que vous devez continuer. Et voici comment vous devez continuer. Et c'est pourquoi je pense qu'il était très naturel pour les oulémas de dire, eh bien, nous prenons le pouvoir, n'est-ce pas? Parce que pour eux, ils voient que ce que font fondamentalement avec la charia, ce ne sont pas ces décisions individuelles. Quand quelqu'un vient voir un mufti et dit, vous savez, ma prière est-elle valide? Ou est-ce que je peux manger ceci ou ne pas manger cela? Ce ne sont que des ahkam. Mais l'univers moral qu'elle essaie de créer, l'univers social qu'elle essaie de créer, c'est pourquoi les juristes parlaient toujours de maslaha, n'est-ce pas? Les choses qui sont dans l'intérêt public, fardi kifaya. Quelles sont les obligations communautaires? Donc, le monde qu'ils habitaient était un monde qui pensait au collectif. Ainsi, dans ces moments de fracture, de crise et de déclin, les oulémas, et je pense la charia, finissent par émerger comme un nouvel horizon capable de définir la direction à suivre. eh bien, lorsque le califat abbasside s'est effondré, il s'agissait avant tout d'un effondrement militaire. C'était Un effondrement au cœur. Et bien sûr, les différentes régions au sein de la Oumma musulmane se sont régénérées. Et comme vous l'avez dit, les Mamelouks et d'autres ont pris sur eux de construire des institutions. Mais bien sûr, le colonialisme a fait quelque chose d'un peu différent. Je dirais, et je pense que vous écrivez à ce sujet, que le colonialisme était bien plus profond, bien plus dévastateur qu'un effondrement militaire. Les Britanniques, par exemple, ont cherché à démanteler le système du Waqf à travers le monde musulman. Les Français ont fait de même en Afrique du Nord. Il y a eu une offensive culturelle, entre guillemets, contre la Oumma musulmane. À bien des égards, le colonialisme a été une forme de tragédie plus profonde pour la Oumma musulmane que peut-être les tragédies précédentes auxquelles nous avons été confrontés. Je veux dire, seriez-vous d'accord avec cela? Et si c'est effectivement le cas, cela nous indique-t-il que les solutions sont en réalité un peu plus complexes que, vous savez, celles mises en place par les Mamelouks au XIIIe siècle, ou même celles que Mahmoud a proposées à cette même époque, au cours du XIIIe siècle, le XIXe siècle?
Je veux dire, le colonialisme et, vous savez, je pense que c'est la crise que nous, en tant que communauté musulmane, n'avons peut-être pas encore totalement analysée ou même comprise historiquement. Si nous commençons par nous demander comment la communauté musulmane a vécu le colonialisme, ou comment le monde musulman a vécu le colonialisme, les Portugais représentent en quelque sorte le premier exemple de colonialisme dans le monde musulman en 1415. Cela marque le début. La fin se situe dans les années 80, avec la fin du protectorat britannique, ce que Londres qualifiait de non-colonialisme, mais qui restait un colonialisme extractif, plus économique par nature que les précédents. Mais une forme de colonialisme malgré tout. Donc de 1415 aux années 1980, on parle de 500 ans. Et durant cette période, je pense que ce qui a fini par se produire, et c'est ainsi que je le présente à beaucoup de mes étudiants, c'est que cela a fondamentalement déconnecté les musulmans d'une compréhension plus profonde de leur histoire. Et cela les a également rendus plus incertains quant à leur situation actuelle et incapables d'imaginer des avenirs ancrés dans leur réalité et leur passé. Et je pense que c'est l'impact le plus durable du colonialisme, car si vous ne pouvez pas être connecté à votre histoire, vous ne pouvez fondamentalement pas comprendre ce qui se passe dans votre contexte actuel, ni lui donner un sens. Alors comment pouvez-vous imaginer des avenirs possibles ? Et cette forme de violence épistémologique que le colonialisme a infligée au monde musulman, nous en avons désormais hérité en tant qu'individus vivant dans le monde postcolonial. Et nous sommes confrontés aux mêmes difficultés. Nous avons donc du mal à comprendre l'histoire islamique et sa pertinence pour nous aujourd'hui. Nous avons toujours du mal à comprendre notre contexte politique actuel, et parfois même à le saisir. Souvent, il faut une crise majeure pour que nous revenions en arrière et essayons vraiment de comprendre ce qui se passe politiquement et socialement dans les sociétés musulmanes. Et par conséquent, cette question de l'imagination d'avenir possible s'en trouve également affectée. Et donc, vous savez, dans mon étude de la période coloniale, je m'intéresse aux institutions juridiques et à leur transformation, ainsi qu'à la manière dont cela a spécifiquement affecté le droit islamique, car je pense que nous sous-estimons quelque peu l'impact que cela a eu sur le droit et qu'il continue d'avoir. Mais je pense que plus largement, le projet colonial, dans sa forme la plus violente, la plus pernicieuse et la plus continue, réside vraiment dans la manière épistémologique dont il a influencé la façon dont les musulmans pensent et imaginent. Comment ? Ils pensent et comment ils imaginent. Je veux dire, expliquez-moi ça. Expliquez comment cela nous affecte au quotidien. Notre façon de penser, notre façon d'imaginer. Vous savez, nos futurs, comme vous l'avez dit, et notre passé. Vous savez, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai grandi au sein d'une famille d'origine sud-asiatique et très souvent, il arrivait que les membres du Tabligh Jamaat viennent rendre visite à la mosquée locale où j'avais l'habitude de me rendre régulièrement pour prier. Et bien sûr, quand vous savez, le Tabligh Jamaat arrive, ils rendent visite à différents, foyers et ils parlent à différentes personnes. Et je me souviens que chaque fois que mon père rentrait à la maison le vendredi et disait « Vous savez, le Tabligh Jamaat est là », j'avais l'impression que mon week-end était gâché. Je dois me cacher quelque part dans ma chambre. Ils vont venir et ils vont dire à mon père qu'il doit porter la barbe et que je dois porter l'hijab. Et j'avais une vision très négative du Tabligh Jamaat. Et j'avais une vision même négative de l'islam sud-asiatique. Je le trouvais très rigide et violent. Et je regardais, vous savez, les diverses choses qui se passaient en Asie du Sud et je me disais presque, pourquoi nous, en tant que musulmans, ne pouvons-nous pas nous ressaisir ? J'avais vraiment le sentiment que le problème, c'était nous, les musulmans. Et ce n'est en passant beaucoup de temps à étudier l'histoire islamique, puis en me concentrant plus récemment sur la période coloniale, que j'ai même compris ce qu'était le Tablighi Jamaat en tant que mouvement de renouveau et de résistance en fait au colonialisme. Vous voyez ? Et le post-colonialisme et le fait de comprendre que beaucoup de choses que je vois et dont je suis témoin en Asie du Sud, en termes de compréhension du droit, de la loi islamique, des structures politiques, de la violence et du chaos, ne sont pas générées par nous-mêmes. C'est l'héritage d'un système qui a été mis en place, à bien des égards, pour empêcher un développement et une croissance appropriée. Et donc, je pense que c'est ce que je veux dire par la façon dont nous pensons, n'est-ce pas ? Donc, ma propre critique de la communauté musulmane et du manque d'organisation de celle-ci, toutes ces différentes compréhensions que j'avais, venaient du fait que je ne comprenais pas fondamentalement notre histoire, parce qu'on ne m'avait pas enseigné notre histoire, et qu'on ne m'avait pas vu.
Ce n'était pas le cas. J'ai grandi dans un contexte où l'on considère les modèles occidentaux de développement et de modernisation comme les meilleurs, et ce sont ceux auxquels on aspire. Donc même quand je pense à l'avenir et que je l'imagine, j'imagine nos sociétés musulmanes évoluer vers cet avenir. C'est ça l'objectif. C'est le but ultime pour tout le monde. L'occidentalisation, la modernisation, ces institutions, n'est-ce pas? Et c'est là, je pense, que réside la limite. Parce qu'une fois que vous avez déjà décrété que c'est ça l'objectif, eh bien, cela limite votre imagination. Si mon objectif est simplement d'avoir un Oxford, un Cambridge, un Harvard et un Yale au Pakistan, en Inde ou dans n'importe quelle société où je vis, alors mon imagination est déjà limitée. Puis-je vous interroger sur l'autorité juridique, les érudits? D'après ce que j'ai compris, dans l'histoire islamique, même pendant ces périodes de crise, les autorités juridiques sont restées assez indépendantes, ou du moins indépendantes des Mongols ou de quiconque détruisait les terres musulmanes. Mais le colonialisme a fait quelque chose d'un peu différent. Il a coopté à maintes reprises, à de nombreuses reprises, certaines des autorités juridiques au sein de la Oumma musulmane, voire même certains des instituts qui imprègnent le monde musulman. Pouvez-vous aborder ce point? Par exemple, en quoi l'impact du colonialisme sur notre classe savante était-il différent des catastrophes précédentes auxquelles la Oumma musulmane a été confrontée? Oui. Je veux dire, les institutions juridiques sont un excellent exemple à examiner. Si l'on prend le cas de la colonisation britannique de l'Inde, bien sûr, avant cela, il y avait l'Empire moghol. L'Empire moghol était en fait assez sophistiqué en termes de système juridique. Ils avaient donc des tribunaux, des cadis, des muftis qui rendaient bien sûr des jugements indépendants. Et lorsque la puissance coloniale est arrivée, l'une des choses qu'ils ont faites vers la fin de la période coloniale a été de mettre en place des tribunaux. Et lorsqu'ils mettent en place ces tribunaux, ils disent « D'accord, ces tribunaux moghols, nous les avons maintenant démantelés. Donc, les tribunaux moghols n'existent plus. Désormais, nous n'avons plus que les tribunaux des Britanniques. D'abord ceux de la Compagnie des Indes orientales, puis ceux des Britanniques par la suite. » Mais pourquoi un musulman irait-il devant ce tribunal? Pourquoi un musulman viendrait-il? Et pourquoi devrais-je porter mon affaire de divorce, d'héritage ou de droit des contrats devant ce tribunal? Ils ont donc dû créer une légitimité. Et ils l'ont fait de deux manières. La première consiste à prendre des individus qui étaient autrefois cadis ou muftis et à les placer au tribunal en tant que ce qu'ils appelleraient des officiers de droit local. Donc, ce sont des individus qui pouvaient conseiller les juges britanniques. Et l'autre chose qu'ils ont commencé à faire, c'est de traduire des textes de fiqh hanafite en anglais et finalement de créer des codes juridiques. Et ce qu'ils voulaient faire, c'était en quelque sorte donner l'apparence que ces tribunaux fonctionnaient comme des tribunaux de la charia. Finalement, ce qu'on obtient, c'est même la nomination de musulmans dans ces tribunaux de la charia. Et je retrace dans le livre quand cela se produit et ce que les juges britanniques pensent du droit islamique et toutes ces choses. Mais ce que les Britanniques ont été très habiles à faire, c'est de reconnaître que si nous voulons pénétrer ces communautés, nous devons coopter leurs institutions, les démanteler ou les coopter. Et ils ont fait les deux. Et finalement, ce que l'on finit par avoir vers la fin de la période coloniale, c'est un débat qui surgit parmi les oulémas sur la question de savoir s'il est même légitime pour les musulmans de se rendre devant ces tribunaux. Il y avait donc un groupe de savants qui disaient « Vous savez, si vous êtes musulman et que vous allez devant ce tribunal et qu'il vous accorde un divorce, cela ne signifie pas que vous êtes divorcé, n'est-ce pas? Parce que votre divorce n'a pas été prononcé par un cadi. » Et game. Ce que ces sortes de savants musulmans en dehors des tribunaux disaient en réalité, c'est « Nous avons accepté la perte de notre souveraineté politique. » Exactement. Les Britanniques ont pris le pouvoir à ce stade, mais nous ne renoncerons pas au droit à la souveraineté juridique de la communauté. Et pour moi, c'est ce même genre de moment joanien de pouvoir bifurqué qui refait surface, où les oulémas, vivant sous la domination coloniale, disent « D'accord, nous avons accepté votre présence, le djihad a échoué », et on voit ce discours prendre vraiment de l'ampleur après 1857, après la rébellion. Mais quand il s'agit de souveraineté juridique, quand il s'agit de nos institutions, alors nous voulons les construire nous-mêmes. Et donc, vous avez encore certaines des institutions qui ont été fondées pendant la période coloniale, c'est Darul Qaza et autres, qui fonctionnent encore aujourd'hui en Asie du Sud. Et c'est toujours cette même tentative de dire, eh bien, l'État ne devrait pas pouvoir s'emparer de notre souveraineté juridique. Exactement. Je veux dire, pensez-vous que les musulmans modernes surestiment l'importance du pouvoir étatique ou l'importance de la prise de contrôle de l'État? Vous savez, au XXe siècle, il y a eu un certain nombre de projets menés par des groupes musulmans pour reconquérir le califat ou pour, vous savez, rétablir une autorité centrale.
Et cela se fait au détriment de la construction d'institutions. Parce qu'il me semble que votre argument est que durant ces périodes de transition, ces périodes de crise, la meilleure chose à faire est de construire des institutions indépendantes, durables et solides. Et peut-être est-ce là le préalable à la construction d'un pouvoir politique à l'avenir? C'est comme ça que vous voyez les choses? Oui, je veux dire, j'adopte vraiment une approche ascendante, n'est-ce pas? Ces institutions durables ne sont pas seulement des centres de pouvoir, ce sont aussi des espaces de formation de l'identité, des espaces de création de sens, des espaces de régénération communautaire. Et si vous pensez que, vous savez, établir un État va soudainement aboutir à tout cela, ça n'arrivera pas. C'est ça. Et vous devez avoir une communauté cohérente, diversifiée, n'est-ce pas? Une communauté pluraliste, mais cohérente, pour que tout projet étatique puisse réussir. Et bon nombre des défis et des fissures dont nous sommes témoins aujourd'hui, vous savez, partout dans le monde, sont dus au fait qu'il existe un énorme problème concernant ce qui se passe lorsque les sociétés deviennent hyper pluralistes et que vous avez ces grandes différences au sein de la société. Donc, si vous n'avez pas ces institutions où les gens se rassemblent et qu'ils les perçoivent comme créatrices de sens, comme des sources de stabilité et de pouvoir, alors vous mettez beaucoup de pression sur l'État pour qu'il comble tous les besoins de l'individu. Et je pense qu'une partie du problème que nous observons aujourd'hui dans les sociétés modernes est que l'État subit une forte pression, car il doit tout faire. L'État doit fournir les institutions, il doit fournir la loi, il doit fournir le sens, il doit fournir les soins de santé, et il doit fournir toutes ces choses différentes. Alors qu'historiquement, ce n'était pas l'État qui s'en chargeait. Et donc, je pense que surtout pour les communautés musulmanes minoritaires, n'est-ce pas, les communautés musulmanes vivant en Occident, nous devons adopter une mentalité de construction d'institutions et comment remédier aux fractures au sein de notre propre communauté. Parce qu'il n'y a pas de projet étatique viable sans cela. Je veux dire, d'après votre étude des périodes antérieures, quelles attitudes ou habitudes ont empêché les sociétés musulmanes de tomber en décrépitude totale? Je veux dire, vous savez, j'entends dire qu'il y avait peut-être une minorité de voix après la chute du califat à Bagdad, mais vous savez, qui disait que nous devons maintenant simplement nous préparer au châtiment, au jour du jugement dernier, tel qu'on l'imagine. Mais cela ne semblait pas être le cas pour la grande majorité des musulmans qui reconstruisaient patiemment et régénéraient la Oumma musulmane. Alors, qu'est-ce que c'était au juste? Quel était ce réservoir profond auquel ils faisaient référence et qui leur a permis d'aller de l'avant durant ces sombres périodes de désespoir? Je vais dire, c'est difficile à savoir, n'est-ce pas? Car comment savoir ce qui motive les gens, d'une certaine manière? Comment savoir ce qui pousse les gens vers l'avant? Et quel est le catalyseur qui les motive? Et c'est une question à laquelle un historien ne pourra jamais répondre. Mais une chose que je constate, c'est que quel que soit le moment de crise dans lequel un érudit écrit, il porte toujours en lui une très profonde, ce que j'appelle pour ma part, une véritable théologie de l'optimisme. C'est une conviction qui reste intacte. N'est-ce pas? Cet optimisme ne vient pas nécessairement de leur propre expérience humaine, car s'ils observent leur expérience humaine, ils voient l'effondrement du califat ou ils voient des problèmes, n'est-ce pas? Donc leur optimisme ne vient pas de leur expérience humaine ou d'une déduction rationnelle, mais il vient de leur théologie. Et ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, si nous pensons au Coran, si nous pensons à la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, c'est rempli d'épreuves et de tribulations. Et même si vous regardez les histoires prophétiques, n'est-ce pas, il y a une façon très émotive de lire les histoires prophétiques, comme l'histoire de Younous, qui peut être une histoire d'aliénation. L'histoire de Moussa, encore une fois, est une histoire d'aliénation et de rejet. Et vous savez, presque l'histoire d'un réfugié, l'histoire d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Vous avez tous ces défis immenses que ces figures prophétiques traversent, et pourtant, ils restent tous profondément optimistes. Et ils continuent tous à construire, n'est-ce pas? Et ils ne construisent peut-être pas des institutions de la manière dont nous l'entendons aujourd'hui, mais il y a ce sentiment que, malgré les défis, ils vont de l'avant. Et je pense sincèrement que si nous prenons le temps de réfléchir à cela et que nous incarnons vraiment cette profonde théologie de l'optimisme, alors nous n'avons absolument pas d'autre choix que d'aller de l'avant, de réfléchir à la manière de construire des institutions résilientes et à la façon d'identifier cet horizon moral commun pour avancer résolument vers lui.
Alors, à quoi ressemblerait la construction d'institutions aujourd'hui? Par où commencerions-nous? Je m'exprime bien sûr aujourd'hui dans ce merveilleux espace que vous avez, Al-Mujadila, ici à Doha. Parlez-nous simplement de votre expérience en matière de création d'institutions et de la manière dont les musulmans devraient s'y prendre pour développer ces institutions robustes, comme vous l'avez dit. Vous savez, mon histoire sur la façon dont je me suis retrouvée à Al-Mujadila est assez intéressante. Avec le recul, je dirais que depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été connectée à la communauté musulmane, par le biais de la mosquée. N'est-ce pas? C'était soit, vous savez, le centre communautaire où je vais le week-end. C'est là que se trouve l'école islamique. C'est là qu'on apprend à lire le Coran et à apprendre l'arabe, surtout pour les musulmans vivant en Occident. Et puis, vous savez, même en venant dans un pays musulman, vous vous tournez vers, vous savez, les mosquées, n'est-ce pas? Comme un espace où vous venez et que vous fréquentez en quelque sorte continuellement. Et pour moi, vous savez, quand on parle de bâtir des institutions, il y a les nouvelles institutions que nous devons créer, et puis il y a les anciennes que nous devons faire revivre. Je pense que la mosquée est cette institution ancienne que nous devons faire revivre, car elle a toujours fonctionné. C'était la première institution que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, a construite. Même à la Mecque, c'était la première chose, n'est-ce pas? Et puis à Médine, c'était la première chose. Elle a toujours servi de point de repère pour l'éducation, pour la régénération, et même pour aborder les problèmes sociaux. Vous savez, c'est célèbre, des traités étaient signés dans la mosquée. Des tribus en guerre venaient, et elles venaient, vous savez, débattre dans la mosquée. Les célébrations et les fêtes avaient lieu dans la mosquée. Les émissaires étaient reçus dans la mosquée. Ce n'était donc pas juste un endroit où l'on vient, où l'on prie et où l'on repart. Et je pense qu'une partie de l'héritage colonial, vous savez, consiste à considérer la mosquée comme un simple lieu de prière. C'est ça. Donc, vous savez cette vieille idée du jami, ce vaste complexe de mosquées où l'on trouve des soupes populaires, des bibliothèques, des madrasas, et vous savez, des corporations artisanales qui y sont rattachées, a disparu. Mais je ne pense pas que cela doive être le cas. Et donc, pour moi, la régénération institutionnelle devrait être centrée autour de la mosquée. Et je vois Mujahidila comme une tentative de faire cela. Et ensuite, quand je pense aux nouvelles institutions, nous devons trouver de nouvelles institutions basées sur ce que nous identifions comme étant les besoins sociaux de la communauté. Par exemple, si vous regardez les Mamelouks et les Moghols, ils créent un système postal, des systèmes d'irrigation et de nouvelles formes de monnaie, parce qu'ils considéraient que c'était là les défis à relever. Donc je pense que nous, en tant que communauté, vous savez, et cela doit être un exercice collectif, je pense, devons identifier quelles sont les institutions que nous devons maintenant construire, puis mettre notre force créative et financière au service de la construction de ces nouvelles institutions. Je pense que l'éducation doit être essentielle à cela. Je pense que l'engagement civique doit être essentiel à cela. Je pense que les médias et la représentation doivent être essentiels à cela. Et ce sont là quelques-unes des institutions qui, selon moi, sont en train d'être construites. Donc, Puis-je vous poser une question sur Mujahidila en tant qu'espace? C'est une mosquée réservée aux femmes. C'est comme ça que vous la décrivez? Je veux dire, cela semble un peu innovant d'une certaine manière, car bien sûr, les mosquées ont historiquement été des espaces où les hommes et les femmes se réunissent pour prier et participer aux autres activités que vous avez mentionnées. Mais Mujadila est un espace réservé aux femmes. Quelle est l'idée derrière cela? Donc, Mujadila est un espace réservé aux femmes. Nous sommes donc une mosquée et nous proposons également de nombreuses autres activités en termes de programmation et de recherche sur lesquelles je peux revenir. Mais l'idée derrière tout ça, c'est que nous considérons la mosquée comme une institution et il existe des millions de mosquées à travers le monde. Oui. Mais si vous commencez vraiment à parler aux femmes musulmanes de leur expérience dans ces mosquées, elles vous diront que c'est souvent peu accueillant, que ce n'est pas un espace qui donne l'impression d'être réellement conçu ou pensé pour elles. Et cela commence dès le début, quand les femmes essaient de comprendre comment faire pour entrer, n'est-ce pas? Et ensuite, c'est est-ce que la porte est verrouillée? Tant de fois, je suis allée dans une mosquée et vous savez, mon frère peut entrer, mon père peut entrer et je leur envoie un message pour leur dire, eh bien, le côté femme est verrouillé. Tu peux dire à l'imam d'ouvrir la section des femmes? Donc ça commence là. Et ensuite, vous savez, l'espace réservé aux femmes est souvent très très petit et il n'y a pas de programme pour les femmes, il n'y a pas d'attention portée aux femmes. Et donc Mujahidila visait vraiment à essayer de placer la femme musulmane au centre, pour dire que si nous voulons parler de la régénération de la foi et de la communauté, alors cela doit fondamentalement placer les femmes au centre également. Et Mujahidila est un projet qui tente de placer les femmes au centre, et ce, au sein de la mosquée, car la mosquée est l'institution fondamentale de la société. Rencontrer des résistances.
Certains musulmans demandent pourquoi un espace réservé aux femmes. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, certains pourraient critiquer. Un espace réservé aux femmes, ça me semble très féministe. Ça me semble très occidental. Genre, pourquoi, vous savez? Alors, quel est loup? Genre, comment répondriez-vous à cela? Je veux dire, je sais que ce sont des affirmations sans fondement, mais comment répondriez-vous à ces critiques? Vous savez, nous avons eu beaucoup de ces critiques au début. Nous en avons moins maintenant. Mais j'invite toujours les gens à venir voir ce que nous faisons, parce que les gens réagissent soit à notre nom, Mujadila, et vous savez, alors nous racontons bien sûr l'histoire dans le Coran, vous savez, la révélation autour de... Dites-nous-en un peu plus sur le pourquoi de Mujadila. Alors, le nom Mujadila peut se traduire littéralement par la femme qui plaide ou qui discute. Et cela vient de la sourate Al-Mujadila dans le Coran, qui a été révélée lorsque la compagne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Khawla bint Taliba, a été répudiée par son mari en utilisant une forme de divorce pré-islamique connue sous le nom de zihar, par laquelle l'homme dit en gros « t'es pour moi comme le dos de ma mère ». Elle est donc allée voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et a demandé « est-ce vraiment une forme légitime de divorce ?» Et le prophète, dans l'histoire et la manière dont elle est rapportée dans les textes, il est resté silencieux et il attendait la révélation. Puis la révélation est arrivée ensuite dans les tout premiers versets de la sourate Al-Mujadila. Qad sami'a Allah, n'est-ce pas? Allah a bel et bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi au sujet de son époux et qui se plaignait à Allah. C'est ça, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette femme. Et donc, lorsque nous réfléchissions à ce que Mujadila essaie fondamentalement de faire, c'est d'essayer de créer un espace pour que les femmes puissent avoir des conversations et un dialogue, mais d'ancrer ce dialogue et cette conversation autour des défis de notre époque en matière de religion. Ce qui est exactement ce que Khawla a fait. Elle a identifié un problème et a cherché une solution. Mais elle s'est tournée vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour obtenir cette solution. Et ensuite, il a attendu la révélation. Et c'est une histoire très puissante, même du point de vue de cette femme, qui sent qu'elle peut s'adresser directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que sa voix peut être entendue et qu'elle peut être la cause de la révélation. Nous avons lu une présentation intéressante l'année dernière lors de notre conférence, au cours de laquelle l'un des érudits a parlé de toutes les différentes instances de révélation basées sur des questions posées par des femmes. Vous savez, parfois nous cherchons les noms des femmes dans le Coran et nous avons l'impression qu'il n'y a qu'Assia et Mariam. Il n'y a pas tant de femmes nommées explicitement dans le Coran. Mais leurs voix sont présentes dans la révélation à travers toutes ces différentes causes de révélation. Et donc, pour nous, vous savez ce que nous essayons de faire à Mujahidala en termes de création d'espace, en ancrant cela dans la foi, en créant un sentiment de communauté. Il nous a semblé que Mujahidila était le nom idéal. Je veux dire, pourquoi est-il important de placer les femmes au centre, au cœur des institutions, au-delà des espaces réservés aux femmes? Vous savez, nos mosquées en Occident ont tendance à être occupées par des hommes. Je veux dire, la plupart de nos institutions, les institutions communautaires, les associations caritatives, sont dominées par des hommes. Pourquoi est-il important d'avoir des femmes dans ces espaces également? Oui. Je veux dire, je pense que c'est une conversation à laquelle beaucoup de gens sont confrontés. Parce qu'ils pensent, eh bien, les institutions fonctionnent bien, elles tournent comme elles sont, alors pourquoi avons-nous besoin d'inclure la voix des femmes? Et vous savez, il y a l'aspect pratique, et puis je pense qu'il y a aussi l'aspect religieux. Je pense que l'aspect pratique, c'est que les femmes apportent vraiment des idées différentes. Leurs expériences sont différentes, et avoir une sorte de diversité de voix autour de la table est une bonne chose. Donc, si vous avez, vous savez, 10 personnes au conseil d'administration d'une mosquée et qu'elles ont toutes la même éducation, le même parcours, la même langue, donc la diversité apporte toujours, je pense, des idées et des solutions plus créatives et intéressantes. Donc, nos mosquées doivent absolument se diversifier, pas seulement en termes de genre, mais aussi en termes de langue et de milieu culturel. Mais je pense que le plus important, et c'est là que je dirais qu'il y a une dimension religieuse, c'est que nos communautés ne peuvent fonctionner que si nous incluons la communauté dans son ensemble. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, essayait d'être aussi inclusif que possible envers la communauté. Il incluait les voix des femmes, et le Coran inclut les voix des femmes. Donc, quand nous créons des institutions et que nous n'incluons pas ces voix, pour moi, il y a un véritable impératif religieux à s'assurer que nous ayons le maximum de voix autour de la table et que nous incluons enfin toutes ces voix qui ont été historiquement laissées de côté par le passé. Comment construisons-nous ces institutions robustes?
Je repense simplement à la Grande-Bretagne et à nos institutions en Grande-Bretagne. Et très souvent, vous savez, elles manquent de souplesse. Elles sont assez, voire même très rigides. Elles ont malheureusement tendance à être occupées par des personnes qui, au final, ne dirigent pas ces institutions de manière vraiment efficace. Elles manquent, vous savez, de représentation des femmes et des jeunes. Beaucoup de nos jeunes établissent désormais des tiers-lieux à travers l'Occident, plutôt que, vous savez, d'aller à la mosquée. Et c'est dommage d'une certaine manière, car la mosquée, comme vous l'avez dit, est au centre, au cœur de la construction de communautés bonnes et solides. Comment pouvons-nous renforcer ces institutions et les faire fonctionner au profit de notre communauté et de notre Oumma? Je pense que le plus grand défi que vous avez souligné est que les gens commencent à créer ces tiers-lieux parce que les mosquées ne répondent pas à leurs besoins. Et je peux penser vous savez, j'ai vécu au Royaume-Uni et donc je peux penser à de nombreuses institutions, surtout là où les jeunes commencent à dire « on va juste aller ouvrir notre propre espace ». Je pense que cela nécessite un plaidoyer de l'intérieur et une pression de l'extérieur. Nous devons donc nous assurer qu'il y a des individus au sein des massajids qui plaident pour un certain type de changement. Et c'est peut-être la chose la plus difficile, car vous devez, à bien des égards, faire pression sur les conseils d'administration des mosquées, parler à l'imam et prendre le temps d'avoir ces conversations difficiles. Parce que dire simplement « je vais créer une autre institution » ne résoudra pas le problème, car vous créez une institution parallèle sans pour autant vous attaquer au problème de fond. C'est vrai. Et donc, vous créez en réalité des fractures au sein de la communauté. Je pense donc qu'il doit y avoir un travail de lobbying en interne sur la manière dont nous pouvons réellement résoudre les problèmes qui surviennent dans les mosquées et autres institutions. Ensuite, la pression de l'extérieur, c'est la même chose. Les personnes qui, vous savez, sont parties créer ces institutions. Ils devraient revenir et il devrait y avoir des partenariats, des événements communs, des tentatives pour se demander comment pouvons-nous construire des ponts. Et c'est très facile. Je me souviens, j'ai grandi à Seattle et il y avait une rue qui comptait 3 mosquées différentes. Et c'était celle-ci est pour la communauté sud-asiatique, celle-là pour la communauté cham et celle-ci pour la communauté arabe. Et parfois, ils célébraient même l'Aïd à des jours différents. Et je pense que nous devons changer et, vous savez, adopter un mode d'engagement différent. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des différences d'origine, de culture, de langue et tout le reste, mais nous devons trouver des moyens de collaborer. Donc, plus de pression en interne, plus de pression en externe. Et puis, je pense que bien souvent, il y a toujours un problème de ressources, car nos mosquées ont besoin de meilleurs moyens. Et tant que nous ne résoudrons pas également le problème des ressources, l'une des questions concernant l'espace dans les mosquées pour les femmes sera toujours « Eh bien, nous n'avons pas l'argent pour créer cet espace pour les femmes ». Je veux dire, si vous vous adressiez directement à un jeune musulman, surtout après Gaza, je veux dire, j'ai le sentiment que Gaza est devenu un catalyseur de régénération, vraiment, et de nouvelles façons de penser au sein de la Oumma musulmane. Mais beaucoup de jeunes musulmans se sentent exclus des espaces communautaires et se sentent aussi dépassés par l'ampleur des problèmes auxquels cette Oumma est confrontée. Comment leur conseilleriez-vous de concentrer leurs énergies ? Vous savez, la première chose que je dis toujours à mes étudiants qui me posent ce genre de questions, c'est « Avez-vous identifié une pratique spirituelle qui remplit vraiment votre cœur ?» Une pratique ? Oui, parce que je pense que bien souvent, nous passons en mode militantisme. Non. Nous demandons quelle institution je dois construire, quel projet je dois entreprendre, à quelle manifestation je dois participer, quelles sont les choses que je dois faire. Et nous oublions que fondamentalement, vous savez, l'issue réelle et nos vies en général sont vraiment entre les mains d'Allah. Et tant que nous ne ressentons pas cette part de nous-mêmes, ce travail n'aura pas autant de sens et de but que nous le pensons. Donc je pense que nous devons d'abord commencer par là. Et cela ne doit pas nécessairement consister par exemple à jeûner davantage, à prier davantage ou quoi que ce soit d'autre. Mais je pense qu'en tant que musulmans, en tant que croyants, nous devons vraiment commencer par réfléchir. Si nous voulons avoir un impact positif dans la communauté, quelle est notre relation avec Allah? Et comment puis-je le renforcer? Et que fais-je pour m'assurer que cette pratique est renforcée en priorité? C'est donc toujours le premier conseil que je donne à mes étudiants. Et la deuxième chose que je leur dis, c'est que lorsqu'il s'agit d'identifier ce que vous voulez vraiment faire, vous devez réfléchir aux problèmes que vous essayez de résoudre et procéder à rebours. Donc, si vous essayez de résoudre le problème de la mosquée, vous devez vraiment consacrer toute votre énergie et tous vos efforts à cela. Et si vous essayez de résoudre un problème politique, alors vous devez réfléchir aux efforts et à l'énergie que vous pouvez y consacrer. Vous réalisez, et je travaille souvent avec des étudiants, que même ceux qui tentent de résoudre le problème politique
comprennent qu'ils ne peuvent pas y arriver sans commencer par la communauté. C'est vrai. Et commencer vraiment, encore une fois, parce que nous construisons à partir de la base, depuis le terrain, vers le haut. Et donc, vous savez, parfois le plus gros problème que nous voulons résoudre commence en fait par les plus petites actions. On voit ça avec les élections. Et vous savez, les candidats qui réussissent le mieux sont ceux qui font du porte-à-porte et qui créent des liens avec les gens. Et donc, pour moi, il s'agit de se connecter avec sa communauté, de construire des institutions qui ont du sens dans sa communauté, de se connecter avec Allah. Et vous savez, il y a ce magnifique hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Si l'heure arrive, plantez quand même la graine. » N'est-ce pas? Et donc, vous savez, nous devons planter la graine. Et il y a un autre hadith magnifique. Et je me le rappelle souvent. C'est, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous savez, le croyant qui se mêle aux gens, yukhalitu an-nas, et qui est patient avec eux, est meilleur que le croyant qui ne se mêle pas aux gens et qui n'est pas patient avec eux. Et c'est un rappel que travailler au sein de la communauté et bâtir des institutions n'est pas facile. Oui, bien sûr. Et que dans ce processus, nous devons être patients les uns envers les autres. Et la seule façon de créer réellement des institutions communautaires est de reconnaître que la communauté est très diversifiée, qu'elle ne sera pas unifiée de la manière dont nous pourrions le penser, et que c'est très bien ainsi. Et le pouvoir n'a pas besoin d'être détenu par une seule personne, il peut être détenu par de nombreuses personnes. Oui. Avoir cette conscience et tirer les leçons de l'histoire est vraiment important. J'ai parlé à un monsieur âgé récemment qui m'a dit que la Oumma musulmane est condamnée. Genre, nous sommes maintenant à un stade où nous ne pouvons vraiment qu'attendre le châtiment d'Allah parce que tout a été essayé. Et nous ne serons tout simplement pas capables, pour reprendre vos mots, de régénérer cette Oumma une fois de plus. Je veux dire, il existe cet état d'esprit pessimiste qui existe bel et bien dans certains cercles de la Oumma musulmane, et l'idée que nous sommes maintenant dans un déclin perpétuel et que nous devons juste attendre le loi d'Allah sur la question. Qu'est-ce qui, s'il y a quelque chose, vous donne de l'espoir face à notre situation actuelle? Je veux dire, je pense que nous aimons trop voir le monde de manière binaire, n'est-ce pas? Donc, soit nous sommes dans un moment de déclin, soit nous sommes dans un moment de régénération. Vous savez, nous sommes dans un moment de rupture ou nous sommes dans un moment de continuité. Oui. Et ces dichotomies et ces binaires sont vraiment utiles si nous essayons de porter, vous savez, des jugements rapides sur ce qui se passe à notre époque. Mais ils ne sont pas très utiles, n'est-ce pas? Donc, quand on s'interroge sur le colonialisme, s'agit-il d'une continuité historique ou d'une rupture totale? La communauté musulmane peut-elle vraiment se reconstruire après une telle fracture? Et chaque fois que vous creusez ces moments, vous vous rendez compte que ces deux choses existent toujours simultanément, n'est-ce pas? Ainsi, le déclin existe toujours aux côtés de la rupture et de la régénération. Et je reviens toujours, pour moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est que je reviens toujours en arrière et je pense qu'en tant que musulman, il ne peut rien y avoir de plus triste, de plus tragique que le décès du prophète. Que la paix et le salut d'Allah soit sur lui. Oui. Et à ce moment-là, c'était la même chose. Est-ce une rupture? Est-ce le kalas, le moment du déclin? Nous avons perdu notre lien avec Allah. Et par conséquent, cette communauté ne peut pas continuer. Ou est-ce un moment de continuité et de régénération, où nous trouvons un moyen de nous relever et de continuer? Et pour moi, le choix des compagnons était très clair, tout comme le choix de chaque communauté après cela. Il est très clair. Et donc, nous devons être à l'aise avec le fait que nous vivons à une époque où le déclin et la régénération se produisent en même temps. Et en tant qu'individu, nous devons être conscients de ce qui cause ce déclin. Qui cause ce déclin? Comment lutter contre ce déclin? Mais nous devons aussi être très conscients de nos possibilités de régénération et de la manière dont nous y participons. Et c'est, vous savez, on dit que le croyant est toujours entre la crainte et l'espoir. Et je pense que c'est le moment idéal pour cela. Fantastique. Avant de conclure, puis-je vous interroger sur un autre projet sur lequel vous travaillez, ce podcast intitulé Mo Muslim? Je veux dire, parlez-nous un peu de ça et ce que vous espérez en retirer. Oui. Donc, en parlant de construction d'institutions, vous savez, More Muslim était notre tentative de créer un podcast qui place au centre les voix des femmes musulmanes et l'expérience musulmane plus largement, d'une manière qui, selon nous, n'est pas faite actuellement.
Donc, bien souvent, vous savez, les podcasts qui sont réalisés sur les musulmans se concentrent sur des récits du type « voici ce qui est un bon musulman et voici ce qui est un mauvais musulman ». Mais capturer les expériences quotidiennes de la façon dont les gens vivent leur foi et les défis liés au fait de vivre avec la foi n'est pas vraiment fait. Et donc, ce que nous avons décidé, c'est de créer un podcast qui soit plutôt dans un style de documentaire audio. Donc, nous prenons une question historique ou contemporaine ou une sorte d'expérience oubliée qu'une femme musulmane a vécue ou qu'un musulman en général a vécu. Et ensuite, nous faisons beaucoup de recherches et de conversations à ce sujet. Et puis, nous concevons ces documentaires audio, en gros. Ils durent environ 30 à 45 minutes. Et notre espoir est de mettre en lumière la foi vécue et les défis du quotidien. Et aussi en même temps de créer un espace où les musulmans sentent qu'ils peuvent raconter leurs propres histoires et que leur foi n'a pas besoin d'être perçue uniquement à travers ce prisme, comme je l'ai dit, du bien et du mal, ou du croyant pieux ou non pieux, d'un mauvais musulman ou d'un bon musulman. Et c'est pour ça qu'on a un peu donné un titre ludique au podcast, More Muslim, n'est-ce pas? Que nous essayons tous, d'une certaine manière, d'être plus musulmans et nos expériences le reflètent. Eh bien, Jazakallah khair. Qu'Allah apporte sa baraka à votre projet et à ce centre, mashallah, très impressionnant et incroyable que vous avez ici à Doha. Et merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, Dr Zahra. Jazakallah khair. Tout le plaisir est pour moi. Salam alaikum. Vous êtes arrivé à la fin de cette émission et le fait que vous soyez resté jusqu'au bout me montre que vous croyez vraiment en notre travail. Pensez à faire un don ponctuel ou à devenir membre en vous rendant sur thinkingmuslim.com/membership. Vos contributions vous donnent accès à des coulisses exclusives, à la possibilité de poser des questions à nos invités, ainsi qu'à des appels mensuels avec moi-même, mon équipe et nos invités comme Sami Hamdi. Jazakallah khair et gardez-nous dans vos doigts.